Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous présenter à l'occasion de la Journée de la Femme une œuvre majeure de la collection égyptienne du musée Georges Laby. Cette œuvre fut ramenée à Toulouse avec d'autres pièces tout aussi remarquables par le général d'Empire Charles-François Dugas dès son retour de la campagne d'Égypte, c'est-à-dire peu après 1801. En fait, c'est une tête taillée dans le granit qui représente un pharaon au trait poupin, paré des attributs de la royauté. Alors, ces attributs dont il ne reste hélas que quelques fragments sont la couronne et la barbe postiche. La couronne, dont il ne subsiste que la partie inférieure, est celle de la Haute-Égypte. En fait, il s'agit de cette couronne que l'on voit souvent sur les têtes royales égyptiennes. C'est une couronne en forme de bonnet, un bonnet qui se rétrécit vers le haut en se terminant par un renflement. Elle était chargée de l'uréus. L'uréus, symbole solaire et protecteur, qui apparaît ici au-dessus du front et qui était représenté, ce symbole qui était représenté en Égypte par un cobra dressé. La barbe postiche, autre attribut de la royauté, la barbe postiche malheureusement manquante, tout comme le menton et le cou d'ailleurs, la barbe postiche se laisse deviner par la présence d'une rainure au niveau des mandibules. Rainure ménagée par les sculpteurs afin de recevoir une incrustation de métal qui devait représenter les attaches de la fausse barbe. Alors ces attaches, dans la réalité, bien sûr, étaient des cordons qui se fixaient derrière les oreilles de Pharaon. Donc un signe de la royauté, la barbe triangulaire, donc qui était, je l'ai déjà dit, dans la réalité un postiche. Cette barbe triangulaire et postiche symbolisait la force virile. Et elle n'était portée par le pharaon, avec la tenue d'apparat bien sûr, elle n'était portée qu'à l'occasion des fêtes ou des apparitions publiques. Alors il est vrai que de prime abord, ces deux détails ne sont pas clairement lisibles, tant sont nombreux les accidents sur cette tête. Alors en effet, vous l'avez remarqué, il manque la moitié supérieure de la couronne. C'est certainement un accident, c'est certainement dû à un accident, alors que l'uréus manquant, tout comme la pointe du nez, eux ont probablement été brisés intentionnellement. En ce qui concerne le visage, les yeux et les sourcils sont incrustés de cuivre ou de bronze, et un seul œil subsiste à peu près intact. Le globe oculaire est un calcaire cristallin sur lequel était collé un iris fait d'un large disque noir, alors un disque noir d'obsidienne ou peut-être de résine, de calcaire ou encore de pâte de verre, on ne sait, mais toujours est-il que l'on voit encore l'empreinte sur l'œil, on voit l'empreinte de ce disque. Alors à présent, il est temps de parler de l'identité de cette personne. Cette tête sculptée, aux traits doux et poupins, comme je l'ai déjà souligné, n'est pas celle d'un homme, mais celle d'une femme. Une femme à la forte personnalité, qui régna sur l'Égypte pendant une vingtaine d'années, en tant que pharaon, et qui, pour témoigner de la puissance que lui donnait ce titre, porta la barbe postiche. Alors les historiens parlent à son sujet de reine pharaon, de femme pharaon, de femme roi, de reine roi, allant même jusqu'à l'appeler la roi. Elle se prénommait Hatchepsout, ce qui veut dire en égyptien la première des nobles dames, et sa carrière fut pour le moins atypique. Je vais à présent vous expliquer en quoi cette carrière fut atypique. Alors,
D'abord, Hatshepsut est fille de roi, demi-sœur et épouse de roi, tante et belle-mère de roi. Vous voyez, selon une conception égyptienne du pouvoir où l'association mère, épouse, fille est entendue comme un symbole de création perpétuelle. Née vers 1500 sous le règne d'Aménophis Ier, Hatshepsut a 8 ans lorsque son père hérite du trône d'Égypte sous le nom de Thoutmosis Ier. Sa mère, Hamès, est la première grande épouse royale. Devenue princesse, Hatshepsut reçoit une éducation soignée auprès de brillants précepteurs et ses capacités intellectuelles sont très vite remarquées. Consciente de son rang, elle affirme très tôt avoir reçu d'un oracle l'annonce qu'elle régnerait un jour sur les 2 Égyptes. Thoutmosis Ier, son père, soucieux de sa succession, va la marier à son demi-frère, également prénommé Thoutmosis, demi-frère né d'une union avec une autre grande épouse royale. Hatshepsut, âgée de 18 ans, accueille ce projet avec enthousiasme, et lorsque son époux est couronné sous le nom de Thoutmosis II, elle devient, à son tour, la reine. Alors, la reine en Égypte portait les titres de reine des dieux, épouse du dieu, grande épouse royale et première des dames. Vous voyez, la titulature était riche, abondante, on peut même dire un peu redondante. Voilà, alors le règne de Thoutmosis II est de courte durée, et lorsqu'il meurt, quelques années plus tard, il laisse un fils né d'une concubine, un fils âgé de seulement 5 ans. Cet enfant prend aussitôt le titre de pharaon sous le nom de Thoutmosis III. Et donc, que devient la reine Hatshepsut, la jeune veuve, elle est âgée de 25 ans, que devient-elle à ce moment-là? Eh bien, elle va assurer la régence jusqu'en l'an 7 du règne de son beau-fils. Puis, soutenue par l'oracle du puissant clergé d'Amon de Karnak, et forte de son titre de grande épouse royale, elle se fait couronner roi et revêt les attributs du pharaon. Le roi Hatshepsut, et non plus la reine, apparaît ainsi dans ses prestations publiques et devient personne divine. Empruntant les titres et l'apparence du pharaon, elle va dès lors exercer un pouvoir absolu pendant une quinzaine d'années. On parle alors de co-royauté sur l'Égypte, car Thoutmosis III, lui, conserve son titre de roi. Commence alors pour l'Égypte une situation politique des plus particulières. Abandonnant la politique de conquête inaugurée par ses ancêtres, Hatshepsut se consacre à une œuvre intérieure dont les grands faits sont des constructions comme par exemple celle de Der el-Bahari. Et Hatshepsut lance aussi des expéditions mémorables, des expéditions commerciales vers la Crète et le pays de Punt. Alors le pays de Punt, c'est un pays qui se trouve à l'époque sur les rives, les rivages de la mer Rouge. Et en fait, il s'agit, le pays de Punt, c'est l'actuelle Somalie, l'actuelle Éthiopie, vous voyez. Donc à partir de l'an 3 de son règne, elle édifie au sein du vaste complexe religieux de Der el-Bahari son temple funéraire, le Djeser Djezerou. Alors Djeser Djezerou en égyptien, ça veut dire le sublime des sublimes ou saint des saints. Ce Djeser Djezerou se trouve en Haute-Égypte, juste en face de Karnak, du complexe religieux funéraire de Karnak. Alors ce Djeser Djezerou, est un des plus beaux monuments au monde. Il réunissait à l'époque d'Hatshepsut plus de 200 statues. Et effectivement, nul autre pharaon qu'Hatshepsut ne sut aussi bien utiliser l'art à des fins de propagande. Les statues, placées à l'extérieur du périmètre du temple, et par conséquent visibles à tout un chacun, véhiculaient des contenus politiques et religieux. On ne conserve d'aucun autre pharaon de la XVIIIe dynastie
autant de représentations en rond de bosse que celles de la reine Hatshepsut. Alors ces représentations sont des piliers osiriaques, des statues en pied en position d'orant ou encore des sphinx à crinière. Et dans cette production, on voit l'image de la reine se rapprocher progressivement de celle du souverain masculin. Vous voyez, les formes féminines du début, les formes féminines et la robe disparaissent au profit d'une silhouette masculine aux larges épaules à laquelle est ajoutée la barbe postiche cérémonielle. En fait, en 15 ans de règne, la métamorphose est complète. Les statues la représentant masculine, en tout cas, prouvent qu'Hatshepsut n'a pas failli dans son désir de devenir roi. En effet, on sait que dès son couronnement, elle ne tient plus à être reconnue comme une femme et qu'elle troqua, par conséquent, la robe fourreau et la couronne de reine contre le pagne court et la fausse barbe. Vous voyez, ainsi travestie, elle devenait l'égale du pharaon. Mais, alors venons-en à la tête du musée Georges Laby. La tête du musée Georges Laby, elle exprime une intention beaucoup plus subtile. Et c'est ce qui la rend d'ailleurs remarquable et si attachante. En effet, à travers ses formes lisses, ses plans en parfaite continuité, l'autorité royale, qu'expriment par ailleurs les attributs et le hiératisme de la pose, et ça je l'ai déjà dit, cette autorité royale se trouve associée à la délicatesse féminine. Les sculpteurs d'Hatshepsut sont les seuls dans toute l'histoire de l'art égyptien à avoir lissé à l'extrême la conjonction des plans de la tête, gommant ainsi l'accent plastique de l'arcade sourcilière et réduisant au maximum la dépression orbitale. Une vue de profil ou de trois quarts montre bien ces effets plastiques. Alors, ces mêmes sculpteurs ont su également fondre le menton dans la courbure continue de la joue. Avec la couronne blanche, cette continuité d'effets est plus saisissante encore. Une même courbe continue, tendue, limite, en vue de trois quarts, le volume de la tête, de la couronne à la paupière supérieure et de la paupière inférieure jusqu'au menton. Vous voyez, il y a une ligne continue parfaitement harmonieuse. En fait, il n'y a plus d'arcade sourcilière plastique ici, mais des sourcils simplement dessinés par un trait de fard posé sur la surface. La dépression sous l'œil est à peine marquée. Vous voyez, l'œil est à fleur de visage et il n'y a pas cette dépression habituelle sous la paupière inférieure. L'ossature des pommettes n'apparaît pas sous la douceur de la chair lisse et tendue. La fusion du menton dont le volume des joues est parfaite. Et les commissures arrondies de la bouche ne creusent pas de fossettes. Par ce style statuaire tout à fait original, la reine a certainement voulu exprimer une double intention. D'une part, affirmer bien haut sa personnalité de femme au trait naturellement délicat, et d'autre part, effacer de ceci une présence charnelle qui aurait fait basculer dans le sens de la sensibilité féminine le subtil équilibre recherché entre femme et pouvoir, féminité et autorité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous engage à suivre les prochaines vidéos sur notre site internet et je vous dis donc au revoir et à bientôt.